7 ans et demi après le choc des attentats contre la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et un magasin hyper cachère, le procès en appel de 2 soutiens présumés des auteurs des attaques djihadistes s'est ouvert au début du mois dernier à Paris et doit s'achever en principe le 21 octobre. Rappelons que dans ce procès, seuls 2 des 14 condamnés en première instance ont fait appel. Et pour en parler, nous sommes en direct en studio avec l'avocat Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors Élie, je vous présente en qualité d'avocat ce matin et non pas en tant que président du Consistoire de France, car vous défendez spécifiquement depuis de longues années maintenant d'anciens otages de l'hypercachère et notamment Zari Siboni et Andrea Chamac, 2 jeunes filles qui ont vécu l'horreur, l'indicible. Vous aviez d'ailleurs déjà raconté ici à plusieurs reprises sur Radio J leur histoire, leur parcours de vie aussi après ce drame. Vous êtes donc de retour devant la justice pour enfin peut-être fermer le chapitre judiciaire de ce terrible attentat. Vous avez ouvert le bal des plaidoiries des parties civiles hier. Alors quel est l'enjeu de ce nouveau procès, Élie ? C'est un nouveau procès où on remet tout sur la table. C'est la même chose et c'est complètement différent en appel. D'abord, vous l'avez dit, il y avait 11 accusés dans le box en 2020. Il n'y en a plus que 2, les 2 principaux accusés et les 2 principaux condamnés. Ali Riza Polat, qui a été condamné pour complicité d'assassinat à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. On est vraiment dans le chef d'inculpation le plus important. Ouais. C'est important de le dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Par exemple, au procès des attentats de l'attentat de Nice, qui a lieu actuellement au Palais de justice de Paris aussi, on n'a pas de personnes qui ont été poursuivies par l'accusation pour complicité. On a des associations de malfaiteurs, mais on n'a pas ce chef d'inculpation qui est très important. Là, on est sur le chef d'inculpation de l'affaire Mera, par exemple, des attentats de Toulouse et Montauban. C'est le chef d'inculpation du frère du terroriste qui a été condamné à 30 ans de réclusion. Donc lui, il a été condamné à 30 ans de réclusion en première instance. Et nous allons voir effectivement ce qui va se passer d'ici le 21 octobre, comme vous l'avez dit. Et puis un deuxième accusé, Amar Hamdani, qui a été condamné, lui, pour association de malfaiteurs terroristes. Ces 2 hommes étaient à 20 ans de prison. Et ces 2 hommes étaient en lien avec Hamedi Koulibaly, celui qui a commis l'attentat de l'hypercachère. Vous l'avez rappelé, mais je tiens aussi à le dire parce que c'est ce 3e attentat, cette 3e séquence que nous jugeons, qui a aussi commis l'attentat de la porte de Montrouge qui a coûté la vie à Clarissa Jean-Philippe, la policière. Alors, en ce qui concerne les parties civiles, ce qu'on espère, c'est que peut-être quelques zones d'ombre seront levées. C'est ce que vous aviez déclaré il y a quelques semaines à l'ouverture du procès. Alors, est-ce que ces zones d'ombre ont été levées ces derniers jours et quelles étaient-elles ? Surtout, qu'est-ce que vous réclamiez ? Non, il faut être très clair. On est dans un domaine très particulier, qui est le terrorisme. On sait très bien qu'il y a une certaine omerta dans le monde du grand banditisme, mais ça se retrouve aussi sous une autre forme. Mais dans ce type de dossier, nous n'aurons pas eu de nouveautés en appel. Vous souhaitez avoir des précisions sur le circuit des armes, notamment ? Exactement, on souhaitait avoir des précisions même sur le rôle et l'implication dans cette chaîne d'organisation criminelle et logistique auprès de Koulibaly principalement, parce que les frères Kouachi ont laissé très très peu de pistes pour remonter à des complicités éventuelles. Non, on n'a pas eu d'éléments nouveaux qui sont apparus. On a eu effectivement beaucoup de dépositions, parfois même très touchante de familles de victimes, de représentants des services de police qui avaient travaillé dans ce dossier. On a tout repris effectivement avec la cour d'assises. C'est un dossier où tout le monde a pu s'expliquer, évidemment les accusés aussi, dont certains avaient changé d'avocat entre la première instance et l'appel, ce qui fait que la stratégie de défense a été par exemple différente, mais nous n'avons pas eu effectivement d'éléments particulièrement nouveaux. Il y a eu par contre des moments très forts à l'audience, notamment on se souvient, et j'en ai parlé hier, comme d'autres confrères après moi, je me souviens de ces vidéos des caméras de surveillance dans l'hypercachère qui n'avaient pas été diffusées. La cour d'assises avait décidé en première instance de ne pas les diffuser. En appel, la cour d'appel a décidé de les visionner et ça nous a donné effectivement une autre vision de l'horreur de l'attentat de l'hypercachère notamment. Ouais, vous en aviez parlé justement sur Radio J dans votre chronique hebdomadaire le vendredi. Vous aviez parlé de cette chose très douloureuse que vous aviez vue, notamment Zari qui faisait le schéma Israël à une des victimes qui était en train d'agoniser. Hein. Alors ça, on ne le voyait pas dans la vidéo de surveillance. Dans les caméras de vidéosurveillance qui filment grosso modo les 20 premières minutes, on voit évidemment les séquences où il y a les morts, les 4 morts, à qui je rends hommage ce matin, évidemment, que ce soit Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab. Ouais. On voit, alors sous des angles différents selon les caméras, mais il y a ces différentes morts. Il faut bien rappeler à celles et ceux qui nous écoutent
que la prise d'otage dure 4 heures et 4 minutes. Et que en près de 15 minutes, dès les 15 premières minutes, les 4 victimes vont être tuées. Ouais. C'est vous donner l'ampleur de la chose. Et effectivement, plus tard, bien plus tard, lorsque malheureusement il y aura l'agonie de Yohan Cohen, qui n'est pas mort sur le coup, et bien plus tard, à un moment donné, alors que Koulibaly demande aux otages, dans une séquence d'une indécence, d'une froideur, d'une inhumanité terrible, il demande aux otages si ce n'est pas le moment qu'il achève Yohan, et que tous les otages lui demandent de ne surtout pas le faire. Zari va voir que Yohan est sur le point de rendre son dernier souffle, et à ce moment-là, elle se met dans le dos du terroriste, parce qu'elle prend un risque inouï. Elle se met dans le dos du terroriste, et elle décide de prononcer la prière du Shema Israël avant que son ami, avant que Yohan ne décède. C'était un moment très fort qu'on avait vécu à l'audience. C'est une scène qui n'avait jamais été racontée par personne. D'abord, je pense que personne ne pouvait... Et une personne l'avait entendu, monsieur Jean-Luc Slacmont, qui est venu témoigner en appel. Et lui, en appel, il se rappelait de cette scène. Et il m'a dit, j'aimerais en parler. Et Zari m'avait elle-même dit qu'elle avait enfoui ce moment en elle, et effectivement, c'est une scène qui a été rappelée. Alors 7 ans après, on imagine aussi que c'est très douloureux peut-être pour les victimes de revivre tout ça. Est-ce qu'elles ont assisté aux audiences ? Alors, c'est douloureux. Beaucoup n'avaient pas témoigné en première instance. Plusieurs avaient témoigné en première instance, des membres des familles, et puis Zari, effectivement, qui avait livré un témoignage exceptionnel d'intensité, de vérité en première instance. Beaucoup n'ont pas pu revenir. Cette fois-ci, d'abord, certaines ont estimé qu'elles avaient déjà parlé, qu'elles avaient dit ce qu'elles avaient à dire. C'était compliqué pour elles de revenir. Puis il ne faut pas oublier quelque chose, je l'ai dit hier à la cour d'assises, c'est que les calendriers judiciaires sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas facile d'organiser, on en a bien conscience, un procès aussi important que celui-ci, avec des dizaines d'avocats, des magistrats, beaucoup de témoins. Mais j'ai regretté, je l'ai dit hier, que ce procès n'ait pas pu être fixé à une autre date que cette période des fêtes juives, qui a sans doute aussi empêché à certaines personnes liées à l'affaire de l'hypercacher de venir témoigner ou même assister aux audiences. Maintenant, le calendrier était celui-ci, mais nous avons effectivement eu un procès qui tombait avec une période qui était compliquée pour celles et ceux qui habitent notamment en Israël. Bien sûr, et si les victimes n'étaient pas présentes, en tout cas en partie, les familles des victimes étaient présentes, et on l'a pu voir dans le cadre aussi de Charlie Hebdo. Bien sûr, d'abord, des familles et des membres de Charlie Hebdo étaient là, mais pour ce qui est de l'hypercacher, il y a eu aussi plusieurs personnes qui sont venues témoigner, et je pense aussi à monsieur Eric Cohen, que j'ai cité hier dans ma plaidoirie, le papa justement de Yohan Cohen, qui était là tous les jours à l'audience, hier encore évidemment, et qui a été présent. Et hier matin d'ailleurs, le grand rabbin de France est venu, lorsque j'ai plaidé, le grand rabbin de France est venu à l'audience. Il était assis aux côtés du papa de Yohan Cohen, et il a assisté à la plaidoirie. L'antisémitisme est vraiment aussi, Élie, au cœur de ce procès, et ça, je crois que c'est une des choses que vous souhaitiez faire comprendre lors de votre plaidoirie. Exactement. C'était au cœur de ma plaidoirie. Ayant eu l'honneur d'être le premier avocat à plaider pour l'ensemble des parties civiles de ces différentes séquences d'attentats, ces plaidoiries de parties civiles qui vont durer jusqu'à lundi, qui seront clôturées par mon ami Richard Malka pour la partie Charlie Hebdo. Ayant eu l'honneur de plaider hier en premier, il était important pour moi de brosser un tableau aussi de ces séquences, de ces attentats qui ne viennent pas de nulle part, qui s'inscrivent dans un certain continuum. J'ai rappelé par exemple comment il y a des parallèles, des points communs entre les tueries de Mohamed Merah, le terroriste, en mars 2012, et puis celles qui sont commises par les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly, qui se sont synchronisés ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul procès pour 3 attentats différents. Et j'ai rappelé par exemple, dans ma plaidoirie, j'ai cité une phrase bien connue du livre La ferme des animaux de George Orwell, qui est paru en 1945, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un essai, c'est une fable, c'est un livre sur une étude du phénomène totalitaire, Ilana, La ferme des animaux, qui va préfigurer 1984, son roman qu'il écrit 3 ans plus tard. Dans La ferme des animaux, il y a une phrase connue qu'on apprend à tous les collégiens. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors, je ne vais pas faire une dissertation aujourd'hui, à votre antenne, on n'aura pas le temps. Mais j'ai pris cette phrase. Et j'ai dit que si nous avons appris par l'année 2015, les attentats de janvier, puis les attentats de novembre, si nous avons appris en 2015 que, effectivement, tous les Français sont égaux face au risque terroriste,
les Juifs, les Français juifs, eux, sont plus égaux que les autres, face à la menace islamiste et face au risque terroriste. Et ça, je l'ai rappelé hier, parce que depuis l'attentat de l'école Ozar Hatorah, en mars 2012, jusqu'à l'attentat de l'Hyper Cacher, ces 2 attentats qui viennent clôturer 3 séries d'attentats, d'ailleurs, ces 4 victimes de 2012, qui préfigurent les 4 victimes de l'Hyper Cacher, mais nous avons compris que la communauté juive reste particulièrement ciblée. Et le juge Marc Trévidic, que j'ai cité d'ailleurs hier dans ma plaidoirie, qui est venu témoigner, qui est venu déposer, on va dire, au procès, a rappelé que pour les terroristes, les Juifs, et c'est terrible de le dire, même de l'entendre, les Juifs restent une cible de facilité lorsqu'ils cherchent un attentat. Et donc, nous savons que l'antisémitisme, cette haine viscérale de l'antisémitisme qui a tué dans l'Hyper Cacher, eh bien, c'est quelque chose qui reste prégnant. Et dans ce combat contre les terrorismes, qui est le combat de notre génération, eh bien, il faut avoir en tête que ce combat passe aussi par la lutte contre l'antisémitisme. Et si je peux me permettre un dernier point, Ilana, peut-être. J'ai conclu ma plaidoirie sur Cabu. Son épouse, sa veuve, Cabu, Véronique, qui a été tué pendant les attentats de Charlie Hebdo. Qui a été tué, ce génial dessinateur qui a été tué pendant l'attentat de Charlie Hebdo dans la salle de rédaction. Sa veuve était là. Et elle était venue, évidemment, livrer son témoignage lors du procès. Et j'ai rappelé une visite que j'avais rendue au mémorial de la Shoah, à l'invitation d'Éric de Rothschild, son président, pour visiter l'exposition de Cabu sur ses dessins incroyables. Ces dessins qu'il publie en 1967 sur la rafle du Veldiv. Et j'ai trouvé un parallèle quand même qui était très fort entre le destin de ce dessinateur génial qui a dessiné ce que le pire de l'humanité a produit au XXe siècle. Et comme Véronique Cabu l'a dit lorsqu'elle a parlé à la cour d'assises, il a fini par être tué parce que le pire de l'humanité a produit au XXIe siècle. Et ça, c'était important aussi de le dire. Voilà un des liens sous-jacents entre la force de la liberté d'expression, le dessin, l'imagination qui était celle de Cabu et qui avait retranscrit la douleur, le pire de l'humanité avec la rafle du Veldiv et qui finit par mourir en 2015 sous les balles d'un autre totalitarisme, c'est cet islamisme radical, ce terrorisme qui a tué à la fois Charlie Hebdo, à la fois Porte de Montrouge et à la fois l'Hyper Cacher. Voilà ce qui était au cœur de cette plaidoirie que j'ai livrée hier, et aussi de d'autres plaidoiries qui ont déjà été livrées dès hier. Je pense à mon confrère Alain Jakubowicz, je pense à ma consoeur Laurence Sechman, et l'après-midi à d'autres consoeurs comme Samia Maktouf qui a plaidé pour la Sana Batili, qui a accompagné la Sana Batili, ou d'autres consoeurs et confrères qui ont plaidé et qui vont continuer à plaider ces jours-ci. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici le 21 octobre, donc le verdict qui devrait être rendu cette semaine, donc du 21 octobre. Merci beaucoup, Élie Korchia, avocat. On vous retrouve, je précise, le vendredi matin sur Radio J à 7h20, en qualité cette fois de président du Consistoire central de France. Merci et à demain. Bonne journée.